BFM Business présente Hebdocom, Sofiane Aklouf. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Hebdocom. Ces locaux flambant neufs qui sentent encore la peinture fraîche sont ceux de la nouvelle chaîne de télévision T18 qui se lance le 6 juin prochain. Alors à quelques jours du grand lancement, comment se portent les animateurs, les producteurs, les réalisateurs de cette chaîne? Sont-ils prêts? Quels investissements prévus par Daniel Kretinsky qui détient la chaîne? On en parle avec le patron Christopher Baldelli. C'est tout de suite et c'est dans Hebdocom. Bonjour Christopher Baldelli. Bonjour Sofiane. Merci d'avoir accepté l'invitation de BFM Business. Alors on est à quelques jours du lancement de cette nouvelle chaîne T18. Vous êtes comment? Fébrile, impatient, enthousiaste? Très concentré. En fait, très concentré parce que c'est un travail maintenant qui, dans les jours qui viennent, va culminer comme un lancement de fusée. Mais on travaille dessus depuis maintenant plus de 6 mois. Il n'en demeure pas moins que on est rentré, comme on dit parfois en sport, en basket, dans le money time. Donc les jours qui viennent, beaucoup de choses ont été faites, mais les jours qui viennent seront encore très denses. On est en pleine répétition sur les émissions, par exemple. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Les décors, je ne sais pas, le travail sur le conducteur des émissions? Non, le travail sur le conducteur des émissions est assez avancé. Le travail sur les décors, on l'a finalisé quasiment ces jours-ci. Non, la télévision, vous le savez, les gens l'oublient peut-être parce que ça a l'air simple. On allume son poste de télévision, on voit une chaîne, mais derrière ça, il y a aussi beaucoup de techniques, même si c'est des techniques très bien maîtrisées. Il y a le moment où on a un programme et puis le moment où il arrive chez lui qui le regarde. Et ça, c'est toute une chaîne technique, en vérité, assez sophistiquée. Et comme une chaîne de télévision diffuse quand même beaucoup en direct, en tout cas, nous, on aura des émissions en direct, ça ne pardonne pas, il faut être précis. Donc c'est pour ça que je disais concentré et surtout très motivé. Toute l'équipe est extrêmement motivée parce que c'est à la fois c'est un challenge, c'est un enjeu. Et puis derrière ça, c'est quand même le lancement d'une nouvelle chaîne et ça c'est extrêmement enthousiasmant. C'est la première fois que vous lancez une chaîne? Oui, alors j'ai eu la chance et le bonheur de diriger plusieurs médias dans ma vie professionnelle, mais je n'ai jamais fait le lancement en partant d'avant, en partant de zéro, quasiment d'une feuille blanche, là, pour lancer un média. Sur le bouton, c'est ce qui vous... Oui, et puis tout. Oui, c'est vrai, c'est ça, c'est appuyer le jour J. Donc je le redis, 6 juin, comme le débarquement, 19h45 sur T18, le canal 18, mais effectivement, au moment où on va appuyer sur le bouton, la chaîne va vraiment partir pour la première fois. Mais derrière ce point de départ, encore une fois, il y a tout le travail en amont, y compris le fait de choisir le nom de la chaîne, T18, choisir les équipes, choisir les programmes, choisir la ligne éditoriale, enfin beaucoup de choses. On va évidemment y revenir, mais sur le décollage de cette fusée, comme vous dites, qu'est-ce que vous prévoyez ce 6 juin à 19h45? Alors, à 19h45, nous aurons une émission de lancement de la chaîne qui s'appellera T18 C'est maintenant. C'est une émission qui va durer à peu près un peu moins d'1 heure, présentée par Laurent Ruquier et qui permettra aux téléspectateurs qui veulent découvrir la chaîne, quelle sera l'offre, la promesse de cette chaîne. Alors vous parliez du nom de la chaîne, il a évolué. On a au début parlé de Réel TV, puis de CMI TV, finalement T18. Alors c'est quoi? Rien à voir avec la ligne de tramway, avec un type de farine. Pourquoi avoir pris ce nom T18, ce nom définitif? Alors les premiers noms que vous avez évoqués, c'était entre guillemets des noms de code qui étaient prévus dans le cadre d'un dossier, mais qui n'ont jamais été, d'ailleurs ils n'ont jamais été déposés, ils n'ont jamais été envisagés comme les noms définitifs. Mais devant l'Arcom, vous avez parlé de... Oui, mais ça c'est normal. On donne à ce moment-là un nom. Il y a beaucoup de chaînes qui ont eu un nom devant l'Arcom et qui ensuite ont eu un nom définitif. Ça, c'est tout à fait OK, y compris l'Arcom le sait, ce sont des noms de projets à ce moment-là. Alors, pourquoi T18? C'est assez simple. Si vous regardez en matière de télévision, vous allez trouver un certain nombre de chaînes, et des chaînes remarquables, qui ont une lettre et un chiffre. W9, M6, M6. même TF1, là c'est 2 lettres. Donc finalement, sauf si on trouve une idée géniale sur un nom très inspirant, ce qui est assez rare, ou si on a une chaîne thématique, ce qui n'est pas notre cas parce qu'on est une chaîne généraliste, quand on est Equidia, la chaîne des chevaux, le nom Equidia, il est assez logique. Nous, on est une chaîne généraliste, donc à partir de là, on était sur un nom facile à mémoriser. Donc T comme télévision, on y reviendra peut-être, et 18 parce que on a la fréquence, enfin plus exactement le numéro 18 sur la TNT, qui est donc le numéro de référence chez tous les opérateurs, Bouygues, Orange, etc. Et donc c'était important, surtout pour une chaîne qui se lance, d'indiquer à travers ce 18 où elle est.
Mais si on regarde M6, ça fait des années qu'elle est lancée et elle s'appelle toujours M6. Alors parlons business justement. À quelle échéance espérez-vous être rentable avec T18 ? Alors, on l'a dit, et c'est ce qu'on appelle un petit équilibre, c'est-à-dire le fait de ne plus avoir de pertes, donc de ne plus être dans des logiques d'investissement qui sont lourds sur la télévision les premières années. En télévision, tout coûte cher. Les droits, la diffusion, la mesure de l'audience. La télévision, il faut avoir les reins très solides économiquement. Nous avons la chance d'avoir, à travers CMI et son actionnaire, un groupe financier solide. Donc c'est important. Et ça veut dire que les premières années, personne ne peut gagner de l'argent. Il y a même des chaînes de la TNT qui en ont perdu durant très très longtemps, voire certaines qui n'en ont jamais gagné, comme vous dites. C'est quoi ? C'est 3-4 ans, les 3-4 premières années ? Voilà, les 3 premières années, ce sont des années où il y a des pertes. On va essayer juste de les faire diminuer dans le temps, mais ce sera des années de pertes. Ce sera l'investissement pour avoir cette nouvelle chaîne. Et puis ensuite, à partir de l'année 4, on a comme objectif d'être au petit équilibre. Et sinon, qu'est-ce qui se passe ? Daniel Kretinsky dit, moi, au bout de 4 ans, j'arrête, je ne remets pas au pot et vous arrêtez, vous baissez rideau ? Écoutez, vous lui poserez la question, mais pour l'instant, il nous donne tout à fait les moyens de faire cette chaîne et je crois il tient beaucoup dans son groupe Média en France à avoir une chaîne de télévision. Donc, de ce côté-là, il est prêt à faire les investissements qu'ils font. Mais en revanche, oui, il a une exigence économique et je la partage. Moi, je considère que une entreprise, quelle qu'elle soit, y compris une chaîne de télévision, n'est pas là pour faire des pertes à vie. Ça n'a pas de sens économique. Vous le disiez, ça coûte cher. Le coût de la grille, quand on regarde par exemple celui de TF1, c'est 900 millions d'euros par an. Vous vous approchez de quelle somme ? Alors, notre budget d'ensemble sera autour de 30 millions, donc on n'est pas du tout dans les mêmes ordres de grandeur. Après, on n'a pas les mêmes objectifs d'audience que TF1, clairement. Et puis, on a l'avantage, on pourra peut-être en parler, c'est que partant de zéro, on peut faire ce que parfois, vous savez, dans le management des entreprises, ce qu'on appelle le budget bas zéro, qui consiste à revoir toutes les dépenses existantes. Nous, on l'a fait par définition, puisqu'on n'avait pas de dépenses et on part de zéro, et donc on décide les dépenses. Et je crois, et là c'est aussi ma petite expérience, c'est-à-dire que j'ai dirigé à la fois des très grands médias et des médias, disons, plus boutiques, entre guillemets, plus PME, plus PME. Et donc, j'ai vraiment appris à travers mon travail, j'ai parfois été à bonne école dans le groupe M6 avec Nicolas de Taverneau, j'ai vraiment appris que 1 euro, avant de le dépenser, il faut vraiment faire les meilleurs choix. Donc clairement, le modèle de cette chaîne, c'est un modèle, je ne vais pas dire low cost, mais je peux vous dire que tout euro, vraiment, on fait extrêmement attention à tous nos coûts, avec une logique très simple, c'est, je dirais, tout sur l'écran. C'est-à-dire qu'au maximum, les ressources financières que l'on emploie pour faire cette chaîne de télévision soient consacrées, investies dans les programmes. Donc ça se verra à l'image. Vous avez une ambition de voir l'argent... Voilà, en tout cas, l'argent que nous avons, il sera, qui n'est pas, comme vous l'avez dit, des budgets de très grandes chaînes, mais en tout cas, il sera quasiment un pourcentage très très élevé, très majoritaire, très élevé, mis à l'antenne et à l'écran. Vous êtes fixé un objectif d'audience ? Alors, la première année, non. Et puis, de toute façon, les objectifs d'audience, je veux dire, on peut toujours les fixer, mais il y a la concurrence. Si la concurrence a beaucoup de talent, vous ferez moins d'audience. Si vous avez un peu plus de talent, vous en ferez plus. Il faut aussi le temps de s'installer. Peut-être que ça va être difficile au début, et puis vous pouvez faire quand même de l'audience. Exactement. Donc, clairement, on vise à faire de l'audience parce qu'on est une chaîne privée. Notre modèle, l'État ne nous donne pas d'argent public. C'est un financement entièrement privé. Et donc, il faut faire de l'audience pour financer une chaîne de télévision. Donc oui, on aura des objectifs d'audience, mais on ne les a pas fixés pour la première année parce qu'encore une fois, on est sur 6 mois. Il faut laisser le temps à la chaîne de s'installer, de se développer, de montrer son offre. Et puis ensuite, on va la renforcer au fur et à mesure. Et on espère que l'audience se renforcera au fur et à mesure. Pour ça, vous serez mesuré par Médiamétrie ? Et si oui, à partir de quand ? Nous serons mesurés à partir du 1er septembre par Médiamétrie. Donc là, pour l'instant, c'est-à-dire que le lancement du 6 juin, il n'y a pas d'audience. Le 7 juin, on ne découvrira pas l'audience de l'émission. Absolument, non. D'accord. C'était un souhait ou c'est une question de coût ? Écoutez, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est à la fois, oui, la question du coût est rentrée en ligne de compte. Et puis, on rentre tout de suite dans une période très particulière qui est la période de l'été, qui n'est pas la période où il y a le plus d'annonceurs. Donc, ce n'est pas non plus le moment où l'audience est le plus nécessaire. Vous parlez d'une offre éditoriale exigeante, ambitieuse et raisonnablement divertissante. Cette expression, elle m'a fait sourire et je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a derrière ? Est-ce que ça veut dire quoi ? Qu'on s'amuse mais pas trop sur T18 ? Alors, vous savez, la signature de la chaîne elle va être dans une campagne de presse.
T18, la télévision qui s'amuse à réfléchir. Et voilà, c'est un petit clin d'œil qu'on a voulu faire. Parce que, vous l'avez dit, c'est une chaîne, on est une chaîne privée, on n'est pas là pour faire du service public. Il y a suffisamment de chaînes de service public. Mais en revanche, il y a une vraie exigence sur la ligne éditoriale, sur la qualité des programmes qu'on va présenter, que nous partageons avec Delis Oliven, le président de CMI, et avec Daniel Kretinsky, qui est l'actionnaire du groupe. Donc il y a vraiment pour vous donner un exemple, on ne fera pas de télé-réalité. On aura des émissions sur actualité régulières, quotidiennes, ce qui n'est pas le cas de toutes les chaînes de la TNT privées. On aura une émission culturelle avec Laurent Ruquier, ce qui est aussi loin d'être le cas de toutes les chaînes privées. Mais en même temps, on ne veut pas faire une chaîne élitiste. C'est une chaîne grand public. Elle est accessible à tous les Français gratuitement. Donc on va s'adresser à tous les Français en espérant que nos programmes les intéresseront. Justement, c'est intéressant ça. Quelle est la cible? Quel est le profil que vous allez rechercher chez vos téléspectateurs? Alors écoutez, c'est assez classique. Comme on se finance sur le marché publicitaire, on est sur la cible assez classique qui est les 25-49, moins de 50 ans. Donc c'est notre cible, si vous voulez, commerciale prioritaire. Mais ensuite, on ne fera pas de ségrégation. Toute personne, quel que soit son âge, j'allais dire son sexe et sa religion, qui souhaite regarder la chaîne, sera bienvenue. Bon, en même temps, quand on regarde la grille de la première semaine, du théâtre avec Ramsès II, c'est bien le théâtre, mais avec François Berléand. La loi de Barbara des rediffusions, en tout cas diffusée sur France 3 à l'époque avec Josiane Balasco. Vous allez aller chercher les moins de 50 ans avec ces programmes? Alors, vous pourriez dire aussi L'Avocat, un film inédit avec Benoît Magimel, qui est le grand acteur qu'on connaît. Vous pourriez dire aussi le lundi, dans la case Enquête de sens, présentée par Avad Jamshidi, qui est la rédactrice en chef de Elle. Nous aurons dès la première semaine un débat documentaire avec un débat sur la charge mentale. Donc je pense que si on s'adresse à un public plus jeune et ce qu'on appelait à une époque donnée les ménagères et qu'on appelle aujourd'hui les acheteurs et acheteuses de moins de 50 ans. C'est plus poli. Voilà, je pense qu'avec ce type de programme, on peut tout à fait les intéresser. Mais est-ce que vous pensez vraiment qu'il manque aux Français une chaîne, qu'il n'y a pas assez de programmes qu'on trouve gratuitement partout? Non, écoutez, d'abord des programmes de télévision gratuitement, objectivement, on les trouve, je parle de programmes de télévision, on les trouve que sur 25 chaînes. 25 chaînes, c'est beaucoup, mais c'est pas tant que ça. Comme vous savez qu'un certain nombre de ces chaînes sont thématiques, sur des thématiques d'info, sur des thématiques de sport, ou des thématiques autres, des documentaires, etc. Des chaînes généralistes, du coup, vous n'en avez pas tant que ça. Moi, je crois qu'une offre supplémentaire, en l'espèce, c'est des offres qui se substituent. Si on n'avait pas été autorisé, ou Novo 19, l'offre de télévision gratuite en France se serait appauvrie avec l'arrêt de 2 chaînes. Donc je pense qu'il était important qu'elle soit complétée de cette façon-là. Est-ce qu'il y aura un JT, un journal télévisé sur T18? Non, pas du tout, parce que on a une autre approche. Si vous voulez, les JT, il y en a des très performants, faits avec énormément de moyens sur les grandes chaînes, publiques, privées. Donc nous, on a choisi aussi de traiter l'actualité. On aurait pu ne pas traiter l'actualité. C'était pas dans votre convention? C'est aujourd'hui dans notre convention, mais ça aurait pu ne pas être dans le projet et donc pas dans la convention. Vous avez beaucoup de chaînes de la TNT qui ne traitent pas du tout d'actualité. Nous, on a choisi de le faire et de façon quotidienne, avec une émission d'1h30 tous les jours, qui est une émission qui revient sur les grands sujets d'actualité. Alors parlons de cette émission animée par Mathieu Croissando. Pour tout dire, vous avez décidé finalement de la diffuser en deuxième partie de soirée. C'est pas un talk show qu'on peut trouver d'avant-soirée, d'avant-JT. Pourquoi ce choix d'horaire? Alors d'abord, l'art de la télévision, si j'ose dire, ou le métier de télévision, c'est 2 choses. C'est présenter les meilleurs programmes, mais pour les présenter, il faut avoir les bons programmes. Mais la question de ce qu'on appelle la programmation, c'est-à-dire où les diffuse-t-on, est une question stratégique et essentielle. Moi, j'ai fait un constat très simple, c'est que sur la tranche de ce qu'on appelle l'access prime time, c'est-à-dire avant 20h, il y a aujourd'hui déjà beaucoup de talks, beaucoup de shows et beaucoup d'émissions sur l'actualité. Amener notre émission, pour tout dire, présentée par Mathieu Croissando à cet endroit-là, ça aurait été rajouter une offre à une offre qui est déjà pléthorique. En revanche, se mettre en deuxième partie de soirée, là, on a une offre beaucoup plus limitée, puisqu'en dehors des chaînes d'info, il n'y a quasiment une émission sur l'actualité. Donc, c'est ce soir, en l'occurrence, sur France 5, qui est aussi une émission de débat. Est-ce que vous n'allez pas faire la même chose? Je pense qu'on enrichit l'offre, puisqu'il y en avait une seule, on double l'offre, puisqu'on en propose une, et puis on n'aura peut-être pas la même ligne éditoriale que cette émission-là.
enregistrer quelques heures, donc, et une émission qui ne sera pas en direct. Est-ce que vous ne prenez pas le risque, avec l'actualité qui ne s'arrête pas, que l'émission, en fait, soit plus dans le moment, dans l'actualité, qu'elle soit grillée, comme on dit? Écoutez, vous savez, aujourd'hui, y compris des émissions d'actualité en dehors des chaînes d'infos, qui sont en principe, sauf exception, sur tout direct. Quand vous regardez d'autres chaînes, d'autres émissions que vous avez pu mentionner, on est toujours dans des conditions du direct, mais avec un léger décalage. Si véritablement il y a une information majeure qui s'est passée, il y a plusieurs réponses. Soit c'est de mettre des bandeaux pour prévenir que l'émission a été enregistrée avant, soit c'est éventuellement de réenregistrer une nouvelle émission. Vous seriez prêt à casser l'antenne comme le font les chaînes info, à faire revenir vos non, présentateurs, etc. Non, il y a deux choses différentes. On n'est pas du tout une chaîne d'info, on n'est pas là pour faire de l'info constamment, on ne va pas faire du breaking news, on ne va pas casser l'info. En revanche, typiquement, notre émission est enregistrée un peu avant. Si pour une raison ou pour une autre, il se passait un fait majeur d'actualité qu'on n'aurait pas anticipé, à ce moment-là, on ne la diffusera pas du tout, ou on la diffusera en prenant les précautions d'usage, ou si on est en état d'enregistrer une nouvelle émission, on le fera. Autre tête de gondole qui va d'ailleurs animer le début, l'émission de lancement à 19h45, c'est Laurent Ruquier, l'homme que vous avez recruté à l'époque pour succéder à Philippe Bouvard aux grosses têtes sur RTL. Alors c'était quoi? Il s'est dit je réponds favorablement à mon ami et je viens présenter une émission? Non, vous savez, moi j'ai toujours, à titre personnel, et c'est la même chose pour Laurent, encore qu'il est très fidèle en amitié, il faut vraiment faire le départ entre sa vie personnelle, ses amis, et sa vie professionnelle. Moi, je travaille depuis très longtemps dans le monde des médias, de la télévision. Objectivement, je vais le dire, c'est parfois difficile, mais je n'ai pas beaucoup d'amis dans ce secteur. En revanche, il y a beaucoup de gens avec qui j'ai travaillé ou avec qui j'ai envie de travailler. Donc si on prend l'exemple de Laurent, sans doute que le rapport de confiance que nous avons par le fait que effectivement, je suis allé le chercher pour les grosses têtes sur RTL et qu'en plus derrière, c'est un grand succès et ça l'est toujours. Donc ça joue bien sûr un rapport de confiance. D'autant plus qu'on est une nouvelle chaîne qui se lance. Donc pour quelqu'un comme lui aussi confirmé, qui a des offres qui peuvent exister ici ou là, partir sur une nouvelle chaîne, objectivement c'est une prise de risque pour lui. Et nous on trouve ça extrêmement sympathique que quelqu'un de sa stature, avec son métier, avec sa visibilité, vienne sur notre chaîne dès le lancement. Donc oui, je pense que le rapport de confiance que nous avons tous les deux professionnels a joué. Mais je crois que la deuxième chose, c'est l'offre que je lui ai faite, qui était de faire une émission culturelle. Et Laurent est un vrai homme de culture. Il est, vous le savez, producteur, il écrit des pièces de théâtre. Vraiment, la culture est chez lui une passion, une deuxième vie. Et donc, chaque fois qu'il a l'occasion de faire de la culture à la télévision, il est plutôt partant. Une hebdomadaire qui s'appellera comment ? Alors, elle s'appellera très simplement, c'est la première fois. Beaucoup de gens pensaient qu'elle s'appellerait On quelque chose, qui est souvent le nom de ces émissions. Et là, on a convenu tous les deux qu'elle s'appellerait Chez Ruquier, tout simplement. Ah bah comme ça, avec son nom, au moins le concept est affiché. Ouais, alors je tiens à dire que c'est vraiment pas une histoire d'ego, c'est-à-dire que c'est pas vrai, c'est pas du tout Laurent, mais on a pensé encore une fois sur une chaîne qui se lance, que finalement c'est peut-être la façon la plus simple de créer le repère. Comme T18, c'est en position 18, Chez Ruquier, c'est l'émission de Laurent Ruquier. L'heure de diffusion. Vous savez, quand on se lance dans un marché qui est, je dirais pas encombré, mais qui est un marché installé avec beaucoup d'offres, je pense qu'il faut aussi faire simple pour être lisible. L'heure de diffusion de cette hebdomadaire ? Alors cette hebdomadaire, ce sera tous les samedis de 20h à 21h, et puis donc en première partie de soirée, et puis elle sera rediffusée après notre prime time, pièce de théâtre ou film du samedi. Donc en face d'une autre émission, d'une case en deuxième partie de soirée le samedi, case qu'a longtemps occupé Laurent Ruquier et qui est désormais occupée par Léa Salamé. C'est pas un hasard, j'imagine. Non, écoutez, franchement, d'abord, notre émission est beaucoup plus courte. Ensuite, son heure de démarrage dépendra de la durée. C'est technique, mais dans notre première partie de soirée, si on a un film qui dure 1h30, elle démarrera plus tôt. Si on a un film qui dure 2h30, elle démarrera plus tard. Donc, il n'est pas du tout dit que les deux émissions seront frontalement l'une face à face. Il est non, mais possible. Ruquier en deuxième partie de soirée le samedi, oui. Vous y avez forcément pensé. Oui, bien sûr. Je pense qu'il y a un public qui aime Laurent Ruquier, qui est prêt à le regarder. Mais c'est surtout une façon de doubler l'offre. C'est-à-dire que ceux qui peuvent le voir de 20h à 21h le regarderont. Ceux qui n'ont pas pu pour une raison ou pour une autre, ils le verront plus tard en deuxième partie de soirée. Quelques questions rapides pour finir sur vous, si vous voulez bien. Qu'est-ce qui vous a poussé à quitter la présidence de Public Sénat en quelques mots pour ce projet ? C'est l'argent ? J'aimerais bien. Non, plus sérieusement, c'est deux choses. La première, c'est que vous l'avez dit, dans un certain nombre d'années de direction de médias, j'ai jamais eu l'occasion de lancer un média important, une chaîne de télé, une radio, un titre de presse. Et ça, c'est des occasions très rares. Il y a très peu de gens qui sont dans ce cas de figure. Donc,
Quand cette occasion se présente, quand Denis Oliven me l'a proposé, j'ai un peu réfléchi, mais j'ai dit oui. Et la deuxième, c'est que, alors ça peut sembler immodeste, mais objectivement, sur mon premier mandat à Public Sénat en 3 ans, on sortait du Covid, la chaîne était un peu à l'arrêt. Donc avec mes équipes et de très bonnes équipes sur Public Sénat, on a fait beaucoup de choses sur tous les domaines en 3 ans. Donc je ne vais pas dire que j'avais le sentiment, bien que commençant un nouveau mandat, du devoir accompli, mais objectivement, ça peut sembler immodeste, mais en 3 ans, on avait quand même réglé beaucoup de choses. Et d'ailleurs, j'observe que mon successeur, Jean-Emmanuel Casalta, que je salue, pour l'instant a plutôt l'air de s'inscrire dans la continuité de ce qu'on a pu mettre en place avec les équipes. Bon, vous connaissez très bien les médias, il y a aussi de l'actualité, vous connaissez très bien France Télévisions, vous étiez même candidat à la présidence en 2020, pas cette fois. Quel regard vous portez sur ce 3e mandat accordé à Delphine Ernotte par l'Arcom ? C'est difficile de porter un regard sur un mandat qui commence. On verra. Mais vous pensez que c'est une bonne décision ? C'est inédit. Écoutez, elle a, d'abord, depuis 10 ans, elle dirige ce groupe. Elle a fait un certain nombre de choses, c'est incontestable. Et puis, objectivement, elle n'avait aucune concurrence cette fois-ci. Donc, je pense que la question de son renouvellement n'a pas dû beaucoup se poser aux membres de l'Arcom. L'une de ses premières décisions, c'est d'écarter Anne-Sophie Lapix du journal de 20h à partir de mi-juillet. Là aussi, vous en avez pensé quelque chose ? Vous lui avez écrit ? Non, parce que à qui ? À Anne-Sophie Lapix. Alors d'abord, j'aime beaucoup Anne-Sophie Lapix. Je trouve que c'est une très bonne professionnelle. Donc je ne commenterai pas cette décision. Moi, j'avais mis en place David Pujeda sur la 2 et Delphine Ernotte a décidé à un moment donné d'arrêter aussi avec David. Objectivement, c'est la responsabilité et la décision d'un dirigeant de choisir notamment le présentateur du 20h et le cas échéant parfois de choisir de l'arrêter. Donc je ne vais pas faire de langue de bois, c'est sa décision. Et derrière, elle en aura le bilan. En tout cas, j'ai une pensée pour Anne-Sophie Lapix, mais je suis sûr et certain qu'elle rebondira parce qu'elle a plein de qualités. Et je crois qu'elle a fait ce 20h avec beaucoup de cœur, qu'elle avait peut-être envie de continuer, je ne sais pas, mais je suis sûr qu'elle rebondira très bien. Une autre maison que vous connaissez bien, c'est RTL, qui n'arrive pas à repasser première, qui a perdu cette place à la fin. Juste avant votre départ en 2019. Là aussi, quel regard est-ce que vous portez ? Exactement après mon départ, parce que la dernière vague que j'ai faite, nous étions ex-aequo nous étions même devant France Inter. Mais non, le regard... C'est vos successeurs qui n'y arrivent pas ? C'est un fait objectif. J'ai quitté RTL il y a 5 ans. Durant 10 ans, j'ai tenu RTL en leader, et depuis 5 ans, RTL ne l'est plus jamais devenu. Bon, maintenant, je crois qu'il y a des choses positives. Il y a un nouveau dirigeant qui vient d'être nommé, qui est quelqu'un de grande qualité, Jonathan Curiel, et qui, je pense, et c'est important, vous savez, je ne sais pas comment dire, les médias, ce sont des marques comme vous, BFM, mais derrière, ce sont des équipes. Et ces équipes, et ce sont des téléspectateurs ou des auditeurs qui écoutent. Et c'est un peu comme des équipes de foot, c'est-à-dire qu'il doit y avoir l'amour du maillot, et ça engage la chaîne, l'équipe, la marque, mais ça engage aussi toute la communauté des téléspectateurs qui l'apprécient. Je pense qu'à RTL, il y a eu, durant ces dernières années, sans doute moins d'esprit d'équipe dans le sens positif, de concurrence, de l'idée de reprendre ce leadership qui avait été perdu. Et je pense que quelqu'un comme Jonathan Curiel, le nouveau dirigeant, a bien compris ce qu'est l'ADN de RTL, et je pense qu'il va faire progresser RTL. Est-ce qu'il va le faire progresser tout de suite dès la rentrée ? C'est difficile à dire, je ne connais pas encore tous ses choix de grille, mais j'ai confiance en lui, et je crois que les équipes d'RTL ont aussi confiance en lui. Vous, président du directoire de RTL, auriez-vous embauché Cyril Hanouna ? D'abord, c'est pas. Alors j'aurais dû l'embaucher parce que c'est pas sur RTL, c'est sur Fun Radio. Mais il se trouve que je dirigeais toutes les radios, donc aussi Fun Radio. Alors j'ai travaillé avec Cyril Hanouna pour le compte sur RTL à l'époque donc c'est un professionnel exceptionnel. C'est vraiment un des plus grands talents de l'animation en France à la télévision et dans une certaine mesure à la radio. Donc je trouve que le choix qui est fait par le groupe M6 en termes d'audience, de s'attacher à un talent comme ça, que ce soit à la télé ou à la radio, je pense que c'est plutôt un bon choix. Après, tout le monde a vu qu'au cours des dernières années, le fait de, comment dirais-je, on va prendre un anglicisme, de driver Cyril n'est pas un sujet facile. Donc je pense que l'enjeu du groupe, je suis sûr que Cyril leur amènera des très bonnes audiences, je suis sûr qu'il fera des très bonnes émissions, mais un des enjeux du groupe, ce sera ça, qu'il ne déborde pas trop du cadre, comme ça a pu être le cas précédemment. Il n'aurait pas pu venir sur T18 ?
Alors là, je crains qu'on n'ait pas les moyens. Mais en tout cas, il est bienvenu. C'est qu'une question de moyens, c'est pas la ligne éditoriale. Aujourd'hui, oui, je suis pas sûr qu'il rentrerait complètement dans la ligne éditoriale. Mais Cyril est capable de se réinventer, de faire toujours des choses différentes. Et enfin, vous bougez beaucoup dans les médias. Dans 5 ans, on vous retrouve où, Christopher Baldelli? Je bouge beaucoup. C'est pas si vrai que ça, parce que je suis resté un peu plus de 10 ans à RTL. Je suis resté 15 ans dans le groupe M6 RTL. Mais c'est vrai que parfois, la plupart du temps, j'ai choisi, comme là sur T18, c'est-à-dire qu'on m'a proposé de diriger des médias et je l'ai accepté. Mais il m'est aussi arrivé, c'est le propre de ce métier, il m'est aussi arrivé qu'on me demande de partir. Donc j'ai pas toujours choisi les temps, vous savez, j'ai pas toujours choisi les temps que je passais sur les médias. Sur RTL, j'aurais pu rester plus longtemps. Sur France 2, j'aurais pu rester plus longtemps. Ça s'est fait comme ça. Et donc, on espère que vous soyez là encore aux manettes de T18 dans 5 ans et que ça marchera sur une chaîne rentable. Donc, merci, absolument. Merci d'avoir accordé cette interview à BFM Business et on se retrouve très vite pour un nouveau numéro d'Hebdocom. Merci Sofiane. Hebdocom sur BFM Business.